Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour avec un programme chargé. François Mickey Marty est avec nous et Via Voice a eu la très très bonne idée de faire un graphe que je trouve passionnant. On démarrera avec ça. Ce qui permettra d'enclencher un petit peu quand même la campagne électorale après un nouveau dimanche politique qui peut apparaître un petit peu désespérant quand on voit les arguments échangés. Mais justement, il semble qu'on soit en décalage. Mais je suis toujours très surpris de ça, moi, en décalage entre les sujets qui sont traités à travers cette campagne électorale et puis ce qu'on appelle les préoccupations des gens. C'est vrai notamment sur l'éducation, ce qui nous permettra d'ailleurs d'aller sur, c'est la une du Figaro là aujourd'hui, sur la crise des recrutements à l'éducation nationale. Tiens, on reparlera du doublement des salaires des profs. Énormément de choses autour de la tech. Et il se trouve qu'on a des spécialistes pour nous parler de ça. Tiens, deux trucs que j'ai appris là ces derniers jours. Le premier, je suis sûr que c'est nouveau. C'est le biais de proximité. J'adore le biais de proximité. Vous allez voir ça, le biais de proximité. J'adore ça. Le deuxième, alors je croyais que c'était nouveau, mais ça n'est pas tant que ça. Pas du tout même. Retail Média, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, c'est parti, on va raconter tout ça à l'occasion de Bismart. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc on démarre. Jérôme Dédéian est avec nous. Salut Jérôme. Alors tu as tellement de boîtes Jérôme que j'oublie celle du moment. Voilà, donc je suis associé de Tout sur mes finances et président de mon partenaire patrimoine, Société Sœur. Mon partenaire patrimoine. François Mickey Marty, donc Via Voice. Bonjour. Et Isabelle Bordry. Salut Isabelle. Qui je l'espère va venir nous voir régulièrement. Donc la patronne de Retency qui, comme son nom l'indique, fait de la rétention. On peut le dire comme ça. Voilà, spécialiste de la data. Voilà, mais s'occupe quand même d'essayer... Protéger les citoyens en traitant leurs données personnelles. De protéger les citoyens en traitant leurs données personnelles, mais de faire en sorte aussi que ceux qui font du commerce essayent de garder au maximum leurs clients. Valoriser leurs données tout en protégeant les consommateurs et les citoyens. Et c'est avec toi qu'on va parler parce que je veux absolument parler de retail média. Tiens, juste un mot sur le biais de proximité. Vous avez découvert ça, le biais de proximité? Donc, sondage LinkedIn, juste un mot là-dessus. Et ensuite, on va sur les tranches campagne, parce que ça va être mon sujet du mois. J'adore ce truc. 52% des salariés pensent que les personnes qui choisissent de travailler au bureau vont être favorisées par leur patron. Alors moi, j'adore ce biais, c'est le 13e biais du recrutement et de l'évaluation des collaborateurs. Parce que tu sais, il y a des études très très sérieuses qui ont été faites depuis des années sur les systèmes d'évaluation et de recrutement. Bien sûr. On a identifié 12 biais qu'on a tous, que j'ai en tant qu'entrepreneur quand je recrute quelqu'un ou quand j'évalue un collaborateur et une collaboratrice qui vont du biais de il a le même diplôme que moi donc il doit être super, ou il a une aspérité géniale, il fait de la course au large, c'est formidable, ou le biais de proximité, ce qu'on appelle de récence, c'est-à-dire que tu retiens quand tu évalues quelqu'un plutôt ce qui s'est passé récemment dans ta relation avec lui plutôt que tout le travail. Mais est-ce que tu crois que... T'en as 12 et donc on vient d'en rajouter un 13e qui est extraordinaire, qui ne va pas s'arranger avec les métaverses professionnels, on pourra en parler, avec les univers virtuels des boîtes où je pourrais apparaître dans le costume que je veux, avec l'avatar que je veux, et non pas ma personne réelle, même dans mon fonctionnement, dans ma relation avec mes collègues et mes supérieurs dans la boîte. Et il est évident, moi il me semble évident que ce biais va exister, et que donc il va falloir qu'on s'auto-programme pour éviter, pour y résister et garder de l'objectivité. Isabelle? Mais c'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire du télétravail. Oui. Quand vous interrogez les jeunes, quand vous interrogez les managers, il y a une nouvelle organisation qui s'est créée en 24 heures quasiment, le jour où on a décidé du confinement. Absolument. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on est à mi-chemin, on se dit on veut faire du télétravail, mais tout d'un coup, on a peur pour sa carrière, pour les méthodes de management. Je pense qu'il va falloir se réinventer. Tu y crois, ce biais de proximité? Moi, je pense qu'il existe. Effectivement, quand on termine une réunion, qu'on se voit, qu'à la suite de cette réunion, on boit un café, on échange, on évalue les gens beaucoup plus simplement, facilement, où on a l'impression de le faire, que lorsqu'on est derrière Teams. Donc c'est loin des yeux, loin du cœur, quoi. Enfin, c'est ce vieil adage. Exactement. Voilà. Exactement. François? Oui, non, le patron de Via Voice.
Bien sûr, c'est très intéressant. Surtout que toi, tu dois être plein de consultants là, qui télétravaillent un max dans ta boîte. Alors, me voilà exposé à des considérations personnelles. Non, ce qui est très intéressant, justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans nos structures, là, tout le monde est quasiment revenu au travail, au bureau. Donc, alors, ça fait beaucoup réfléchir, parce qu'il y a au fond une ambivalence très forte, où on dit à la fois, finalement, le bureau traditionnel, c'est sympathique, parce qu'on fait du lien, on se connaît, on se rencontre pour la créativité, bien entendu, c'est fondamental. Mais on découvre qu'il y a aussi des considérations plus pragmatiques et plus intéressées. Donc soudain, le réel se trouve paré de multiples vertus, certaines étant très nobles et d'autres étant plus intéressées. Jérôme, un mot là-dessus. Un mot, parce que je veux pas que pour failloter, il faut voir les gens en vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas sûr ça. Tu peux envoyer des mails, il y a des tas de moyens digitaux. Bien sûr, il y a plein de moyens subtils de failloter. Et quand j'étais salarié, ça m'est arrivé pas très longtemps dans ma vie, mais quand j'étais salarié, j'essayais de me faire bien voir auprès de mes patrons et patronnes, c'est normal, sur les jobs que je faisais, mettre en valeur mon travail et tout ça. Mais il y a plein de moyens de le faire, mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire autour de la machine à café que par un mail. François, il se trouve que Via Voice a fait un sondage sur ce sujet-là avant l'été. On a un tiers aujourd'hui des salariés qui estiment qu'ils sont plus loin de leur entreprise, mais pas uniquement en raison d'une distance physique, mais parce qu'ils ont le sentiment de s'éloigner de la culture de l'entreprise en restant chez eux. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que si je ne suis pas au bureau, le bureau vit sa vie sans moi d'une certaine manière. Et donc oui, pour m'apprécier, pour me connaître, puis on voit aussi des gens qui finissent par quitter leur entreprise, parce qu'à force d'être loin, d'être ailleurs, leur vie se fait ailleurs. Alors, donc, il ne faut pas qu'on ouvre le tiroir télétravail, parce que celui-là, on en a pour une heure. Oui. Toute la journée. Le concept d'entreprise. Mais ça raconte quand on tire ce fil, bien sûr, ça donne le vertige. Tant sur le concept d'entreprise, que sur l'immobilier, que sur le réaménagement du territoire. Enfin bon, c'est colossal. Mais voilà, donc biais de proximité. Mais un mot. Peut-être que le métaverse va changer ça. Ah oui. Parce que le métaverse va permettre d'hybrider. Bon, alors on rentre dans le métaverse. Alors allons-y des dans relations au-delà de la simple vidéo. D'abord, j'ai toujours pas compris. Donc il faut d'abord m'expliquer. Et maintenant, je suis suffisamment vieux pour me dire si je comprends pas, il y en a d'autres qui comprennent pas. Donc il faut d'abord m'expliquer. Le métaverse, c'est, Isabelle, ce qu'on appelait Second Life. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est transposer les jeux vidéo, cet univers absolument incroyable dans lequel on a une double vie, une triple vie, etc., dans un contexte différent, mais le transposer dans la vie quotidienne. Mais attends, j'ai une question encore. C'est un espace, c'est ou ça va être, ou c'est déjà un espace public, c'est-à-dire il y a un métaverse? C'est tout ça qu'il faut définir. Aujourd'hui, il y a un Facebook. Il y a un Facebook qui veut d'ailleurs faire oublier qu'il est Facebook et donc lance Métaverse. C'est ça. Je pense que ça a été aussi. Mais donc ça va être l'environnement, le Métaverse de Facebook. Et on n'en sortira pas pour aller sur le Métaverse de, j'en sais rien, Retency par exemple. Donc tout ça va s'organiser. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'hybridation entre la vidéo que l'on a tous vécue et qui est maintenant quelque chose d'absolument fondamental dans le télétravail, et cette relation que l'on va pouvoir établir. Alors comment tout ça va se mettre en place, on va le voir petit à petit, mais je ne serais pas surprise que des Teams, que tous ces gens-là s'intéressent au métaverse. Donc on va avoir un métaverse Facebook, un métaverse Microsoft, un métaverse Google. C'est cette capacité de jouer une interaction. Et un métaverse propriétaire d'une entreprise qui va être l'espace de collaboration de la boîte pour ses collaborateurs à l'échelle mondiale. Et puis, il y aura des passerelles entre métaverses. C'est très difficile de faire de la prospective sur ce truc-là, mais ça a des perspectives extraordinairement intéressantes, ou pas. Et là, que nous, qui sommes suffisamment vieux aussi pour avoir connu Second Life, à un moment, ça a été un truc ultra hype. Absolument. Et oui. Et puis ça s'est effondré. Oui, alors pour une raison extrêmement simple, c'est show me the money. C'est-à-dire, pour la faire courte, Second Life n'a pas été capable de monétiser, trouver un business model lui permettant... en fait, c'est devenu... L'Oréal ouvrait des magasins à l'intérieur de Second Life. Et moi, on me dit beaucoup que c'est l'interface en fait qui fonctionnait pas. Oui, mais en fait, Second Life n'a jamais été qu'un média supplémentaire qui était un espace publicitaire ou de communication pour des marques. D'accord, mais ça n'a jamais pris dans les usages des consommateurs. On s'est pas mis à avoir une deuxième vie hybridée à l'intérieur de Second Life. Je sais pas si tu es allé dessus. Moi, j'ai regardé un peu. Tu vois, pour voir à quoi ça ressemblait, parce que grâce à toi, ça fait des années que je ne vis plus caché pour vivre heureux. Parce que tu te souviens, tu m'avais dit ça parce que j'avais pas de compte Facebook. Il y a 12 ans, ou 15 ans. Mais donc je suis allé voir et je suis reparti tout de suite en me disant ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, quand ça va apparaître comme étant les espaces de collaboration des entreprises où je pourrais apparaître avec mon avatar, donc j'aurai en plus un biais
d'affichage de ma personnalité en fonction de ce que j'aurais choisi comme habit, donc comme là, caractéristique ça va de mon marcher. avatar. Voilà. François ? Oui, moi j'y crois énormément. Alors je suis peut-être très enthousiaste sur beaucoup de choses. D'abord parce que ça... soyons sereins, l'horizon, que ce soit pour Facebook ou Microsoft, c'est à horizon 5 ans, 10 ans, pour que véritablement ça fonctionne extrêmement bien. Parce qu'en effet, il faut, dans un premier temps, des lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, peut-être ensuite une simple pastille sur les lunettes qui permettent, au fond, de se projeter dans un univers. Donc, il y a une question de technologie qui est essentielle. Moi, j'y crois énormément pour 2 raisons. La première, c'est parce que, en général, il faut 3 raisons, mais là, j'en ai que 2. La première, c'est qu'il y a des aspirations de société fondamentales là-dessus. C'est-à-dire, toute l'histoire du XXe siècle, c'est une histoire de gens qui ont envie de démultiplier leur vie, d'avoir plusieurs existences. Voilà, les écrivains, Fernando Pessoa, Romain Gary, tout ça, c'est des gens qui disent « je veux avoir plusieurs vies ». Puis alors, il y a des passionnants sondages qui ont été faits par l'agence de communication BETC au niveau mondial. Et vous dites aux gens, et notamment aux jeunes, vous leur dites, est-ce que vous préférez votre vie à vous ou la vie que vous pouvez avoir grâce à votre avatar? Tenez-vous bien, aux États-Unis, il y a 1/3 des gens, toutes générations confondues, donc y compris vous et moi, cher Stéphane, qui sommes très âgés, qui disent 1/3 des gens qui disent je préfère mon avatar à ma vie réelle. En Chine, 1/4, et en Europe, on est très éloigné par rapport à ça, on n'est qu'à 8 ou 9%. Mais c'est très. Donc quand on fédère tout ça, ça dit d'une part qu'on a des gens qui veulent avoir plusieurs vies en même temps, parce qu'ils estiment que leur vie est un peu courte et qu'elle a une finitude, si on peut dire, et d'autre part, on a des gens qui adorent au fond, se plonger et construire leur vie avec le virtuel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus importante en termes business, vous parlez des questions de business, sur le métaverse, vous pouvez faire du business. C'est-à-dire votre avatar, supposons que votre avatar est la magnifique cravate que vous arborez aujourd'hui, vous pouvez dire, attendez, moi je vends mon avatar, bien sûr. ma cravate. Non, mais ça, on n'a pas de doute là. Et ça, donc, pas de doute là-dessus. quand vous faites converger à la fois des aspirations de société très fortes et en même temps du potentiel business, il y a quand même... Alors entre les deux, en effet, il y a la performance technologique. Il faut que la technologie suive. Enfin, on peut faire Pourquoi elle ne suivrait pas la techno voilà. C'est exactement... C'est une vraie question, parce que quand vous regardez les chiffres d'Oculus, qui sont ces lunettes que vend d'ailleurs Facebook, ils en ont vendu que 6 millions l'année dernière. Donc oui, parce que tu n'as pas l'usage. C'est très peu par rapport aux utilisateurs de Facebook. Ça, c'est une première chose. Puis en plus, ça demande des capacités machines qui sont absolument gigantesques. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, où on est effectivement à une recherche RSE, développement durable, etc., aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de faire tourner, et on l'a avec l'expérience des jeux vidéo, donc il y a des améliorations énormes des semi-conducteurs qui permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite, et c'est les sociétés Nvidia, etc. Mais aujourd'hui, en termes de serveurs et de capacité machine, ça demande encore énormément de besoins. Donc il y a beaucoup de sujets à résoudre pour que ça devienne vraiment grand public, mais je suis d'accord avec vous. Il y a clairement qui imaginait, il y a 22 ans, qu'on aurait tous un téléphone portable dans la poche. Ah non, mais j'ai même mieux que ça. Moi, tu sais, imaginait... j'ai 1996, Bill Gates, there's no business on the Internet. Voilà, tout est dit là sur, et donc, sur l'idée qu'il ne faut surtout pas enterrer. Tu la connaissais pas Non, beaucoup de choses je ne connais pas. Super intéressant. Mais c'est passionnant. L'Internet mémo envoyé par Bill Gates, en plus il a disparu de l'Internet. Tu ne le retrouves plus. Ah, c'est intéressant. Oui, mais il a disparu. En fait, pour savoir si c'est une bulle ou pas, c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est un truc, tu vois, effet de... Non, je voulais regarder juste ce qui a changé par rapport à comprendre, et là Second j'ai Life. compris. Il y a des choses qui ont changé par rapport à Second Life, et moi je suis tout à fait d'accord que métaverse, ça ramène à la métaphysique, à ce que attend l'individu, aux aspirations profondes de l'individu. Tu as des sujets qui ont changé par rapport à Second Life, qui sont des sujets de comportement, donc essor du jeu vidéo, envie d'une socialisation différente, avec pratique de cette socialisation, en ligne, dans des univers séparés. Tu as l'effet corporate, donc là encore, une plateforme collaborative, capacité à organiser le travail de ses collaborateurs. Et puis tu as le petit effet NFT, qui consiste à être capable quand même d'identifier ou de singulariser un certain nombre de prestations qui vont de l'habit de mon avatar en passant par l'objet virtuel que mon avatar a, le logement de mon avatar, le foncier de mon avatar, qui permettent de sécuriser les transactions. Après beaucoup de jeux vidéo sont basés là-dessus, voilà. Donc ça on connaît ça. Après, la vie réelle a quand même ses droits et intangibles. Mais attends. Ce matin, je prenais un café avec un banquier d'affaires qui m'expliquait qu'il avait, on est en plein dedans, tu vas voir, qu'il avait aidé une transaction de centaines de millions de dollars aux États-Unis sur une boîte qui disait, compte tenu des perspectives de cette économie-là, il y a des gens qui font du contenu, des créateurs, des influenceurs, etc. Moi, j'ai levé de l'argent pour une société qui leur dit, faites votre contenu, votre création, ce que vous avez envie de faire, et nous, on va intégralement vous produire et vous monétiser ça, etc. Et je dis à ce banquier d'affaires, si les métaverses ne sont pas une bulle,
D'accord ? C'est promis un brillant avenir. Et il me répond, ou si c'est une bulle qui explose plus tard. Ouais. Oui, Voilà. bah oui, bien sûr. Mais oui, non, mais j'ai vu passer des ventes de fonciers virtuels. Voilà. Enfin bon, bref, ça commence, on est d'accord. Ça clignote un peu quand même. Juste pour être sûr de bien comprendre, le métaverse d'entreprise, donc qui peut nous intéresser tous. Donc, je vais en fait passer ma journée avec un casque virtuel, peu importe. Et ce sera comme si, en fait, je suis au bureau, entouré des avatars de mes collègues, on sera en permanence ensemble, tout en n'étant pas ensemble. Alors, exactement, c'est des fonds d'écran, vous êtes dans le fond d'écran. Ouais, je comprends. Et donc, ça crée des interactions. Et pour véhiculer des valeurs, recréer des liens, c'est absolument clé. Et en fait, j'ai vu une société aux États-Unis, tu vois, qui s'est créée récemment, qui est une société qui conseille les collaborateurs qui vivent, parce qu'il y a des boîtes qui sont déjà passées en univers de collaboration virtuelle, ça existe, il y a des boîtes qui ont franchi le pas, et qui conseillent les collaborateurs et collaboratrices pour que, dans la définition des caractéristiques de leur avatar, pour que leur avatar ne soit pas mensonger, c'est-à-dire reflète bien qui ils sont, pour que si un jour ils se pointent au bureau, bah oui, mais au alors bureau, qu'ils n'ont pas rencontré. Ah oui, tu veux dire qu'il va y avoir. Bah oui, bien sûr. Oui. Et donc ça pose des questions d'usurpation, pas d'usurpation d'identité, mais de maquillage de qui je suis, qui peuvent poser des problèmes dans la vie réelle. Et les boîtes commencent à s'en préoccuper parce que si je me présente comme un cow-boy en Stetson, alors qu'en fait je suis un gentil dans la vie de tous les jours, le jour où j'arrive au bureau, personne ne me reconnaîtra. Donc le biais de proximité. Non, mais c'est un vrai sujet. Non, le métaverse, un mot encore là-dessus, oui, François, je sais pas si on peut pas. Moi, ça me passionne, oui. Et c'est étonnant que ça te passionne. Oui, il m'arrive de me tourner vers l'avenir. Pas uniquement vers le 19e siècle. Non, mais parce qu'on en avait parlé ensemble et c'était absolument passionnant au moment de la 5G. Oui. Tu as une réflexion très prudente sur la technologie. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et là, non. Alors, pour tout dire, oui, puis on a un centre de prospective qui s'appelle le GCF, un centre global sur le futur, qui fait qu'on se penche sur ces sujets-là. Non, ça me passionne parce que là, le potentiel de base, c'est pas comme la 5G justement. Sur la 5G, il y a des gens qui disent, là, c'est quoi ce truc, etc. Ça me fait peur, etc. Là, on est sur du lourd, alors en termes économiques, et alors, je sais pas si on peut parler de considération existentielle sur Bismart. Bien sûr. Depuis très longtemps, on voit dans les enquêtes d'opinion, en Europe, mais ailleurs aussi, au fond, des gens qui disent, ah oui, mais ma vie, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une finitude à l'existence. C'est-à-dire que, au fond, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas d'au-delà, de paradis ou d'enfer, tout ce que tu veux. Bon, c'est un peu embêtant. Et l'idée de démultiplier sa vie, ça répond en partie à ça. C'est-à-dire qu'au fond, je n'ai pas une seule vie avec une finitude, j'ai tout d'un coup plusieurs vies qui peuvent avoir une forme d'éternité. Je pense qu'un moine cistercien n'avait pas besoin d'une métaverse. Je comprends ce que tu dis. Voilà. Tout à et donc fait. Aujourd'hui, on a un mal-être existentiel. Nous n'avons plus de transcendance. Exactement, nous n'avons plus de transcendance. Et donc ce métaverse, tout d'un coup, ouvre une manne de possibilités où, en effet, on peut travailler sur toute la planète, on peut devenir qui on veut. Oui, mais tu comprends aussi... Attends, tu comprends aussi le potentiel de destruction de la société derrière tout ça. Mais bien sûr, mais totalement. Il est concernant. Alors, si on parle métaverse, métaphysique, je vais jusqu'au bout. Imagine qu'on monte un business qui te propose de faire survivre ton avatar. J'y pensais quand et donc on y va. Et donc on est, métaverse, métaphysique. Je pense qu'on est vraiment dedans. Et il va y avoir une controverse. Il va y avoir une controverse autour de ces enjeux-là, parce que tu imagines si tu as menti parce que tu t'es travesti. Tu as travesti ton avatar pour le présenter sous un jour favorable, c'est pas vraiment qui tu es. Tu t'es inventé un passé pour survivre dans ton univers virtuel en étant une star. Et que le jour où tu te confrontes à la vie réelle, ce mensonge apparaît à la face du monde, à la limite tu te suicides parce que ta vie virtuelle est ruinée et qu'elle était plus importante pour toi que ta vie réelle. Et donc on a des enjeux sociétaux, j'aime pas beaucoup le mot, mais vraiment des enjeux de psychologie lourde qu'il va falloir qu'on traite, de gens qui risquent de se couper du réel et de vivre encore plus qu'ils le sont qu'un gamer fou qui passe ses nuits avec ses trucs, avec sa population mondiale dans un jeu X ou Y. On a des vrais enjeux. Et ça va nous poser des problèmes d'entrepreneurs. Et Bismart va s'appeler bimétaphysique. Maintenant, je crois beaucoup, au final, que l'ensemble de la société est raisonnable. Quand la télévision est apparue, c'était la fin du monde. Quand l'Internet est apparu et le téléphone, c'était aussi très compliqué. Ça allait perturber toutes les relations sociales. Tout se fait par étapes, en fait. Et donc, on intègre, alors avec les côtés négatifs et les côtés positifs, mais à chaque fois, il y a cette hybridation qui se crée. Et c'est donc, je trouve, pas aussi négatif que ceux qui étaient pessimistes pouvaient l'imaginer, peut-être pas aussi optimiste que ceux qui l'imaginaient. Voilà. Il y a une espèce de
le monde est finalement raisonnable. Alors, il y a un équilibre qui se trouve. Ce qui te donne raison ou pas, parce que dans la foulée, Facebook, qui est en pleine rédemption, quoi, c'est opération rédemption de Facebook, donc Meta, on devra dire maintenant. J'ai lu Meta pour la première fois dans les Échos ce matin et j'ai pas compris. Alors il rajoute ancien Facebook, mais voilà, à un moment renonce à la reconnaissance faciale. Enfin, c'est moins clair que ça, hein, j'ai bien compris. Il supprime les visages enregistrés d'1 milliard d'utilisateurs en raison des inquiétudes croissantes générées par cette technologie dans la société. Alors, mais en même temps, ils nous disent qu'ils vont continuer les recherches pour des trucs comme déverrouiller son portable. Je pense que ça ne marche pas. Que la vidéo, aujourd'hui, les algorithmes de reconnaissance vidéo ne fonctionnent pas aussi bien qu'on aimerait le croire. Alors, ils fonctionnent très bien en Chine, parce qu'en Chine, vous avez toutes les photos des cartes d'identité dans une base de données. Et quand vous voyez les gens dans la rue, vous comparez la base de données de cartes d'identité avec les gens qui sont dans la rue. Donc ça peut matcher. Donc ça match. Et donc là, les algorithmes fonctionnent. Quand vous êtes à l'aéroport, que vous vous mettez face caméra et que les gens de la sécurité ont votre passeport, ils font pareil, la comparaison entre votre visage et votre photo d'identité, et ça fonctionne. Quand vous n'avez qu'une photo de foule et que vous devez reconnaître 2 fois de suite dans des endroits différents la même personne, en réalité, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les cheveux positionnés de la même manière, les femmes n'ont pas forcément la même couleur de cheveux sur 2 jours les uns après les autres, vous n'êtes pas habillés de la même manière, etc. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que la capacité des algorithmes, et peut-être aussi la capacité machine et les maths qui sont derrière, ne sont pas à un niveau suffisant pour être efficaces. Sinon, Facebook le garderait. Donc ça veut dire que tu ne crois pas, parce que cette phrase, elle allait dans le sens de ce qu'on disait sur Metaverse, en raison des inquiétudes croissantes générées par cette technologie dans la société. Tu n'y crois pas, ça, Isabelle ? J'ai regardé le premier pitch qu'a fait Mark Zuckerberg pour lever de l'argent. C'est très instructif. Il expliquait que Facebook serait un outil absolument phénoménal, car il permettrait de cibler publicitairement les gens en fonction de leur sexe, de leur sociodémo, de leur choix sexuel, de leur vie quotidienne, etc. Dans l'ADN de Facebook, cette notion de ciblage et de comprendre qui vous êtes pour commercialiser au mieux la pub est là. Donc tout outil supplémentaire est un bon outil. Aujourd'hui, ils changent leur fusil d'épaule, ils essaient de faire oublier Facebook, ils parlent de la métaverse pour être toujours à la pointe de l'innovation, pour oublier les côtés négatifs qu'il y a aujourd'hui sur Facebook. Voilà. Je pense que c'est, en termes de RP, quelque chose d'absolument formidable et de positionnement de la société. Pourquoi, en parallèle, ils abandonnent la vidéo ? Je crois sérieusement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas au point technique. Je vais rajouter un truc. Vas-y, Jérôme. Et que si ça n'est pas une bulle, les métaverses, c'est-à-dire s'il y a vraiment une aspiration profonde de l'humanité à avoir plusieurs vies dans des univers virtuels où on dit qui on a envie d'être, cibler quelqu'un qui a décidé qui il avait envie d'être, c'est pas du tout pareil que de cibler un homme ou une femme de la vraie vie. En termes, tu vois, mais là ils vont pas si loin. Là, publicitaire. Non, je comprends. RGPD, Jérôme. Voilà. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est reconnaissance faciale. Le truc, c'est comme tu le disais, la Chine, c'est-à-dire qu'on a tous maintenant en tête ce programme de scoring là, utilisé par les Chinois, et donc Facebook qui dit, et c'est au cœur de tes réflexions, qui dit, tiens, là je dis stop. Là je dis stop à une technologie dont l'utilisation néfaste est plus importante que l'utilisation positive. Oui, puis ces considérations sont très justes sur le caractère optimal du fonctionnement, mais on a en effet, dans la plupart de nos sociétés, une forte proportion. En France, 40% des Français considèrent que la reconnaissance faciale est une menace pour l'avenir, pour les démocraties, pour la liberté. Ça soulève quand même des interrogations. C'est-à-dire qu'au fond, il y a probablement une convergence entre des questions d'efficacité du dispositif et puis une partie des opinions publiques qui aujourd'hui ne sont pas prêtes. On peut faire le pari que si les choses fonctionnent à peu près bien pour Facebook, les gens soient plus prêts ou plus bienveillants ou plus dociles dans quelques années. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une mise entre parenthèses dans un moment où en effet la technologie n'est peut-être pas très au point, où les sociétés ne sont pas tout à fait prêtes, quitte à revenir ensuite, soit sous cette forme-là, ou sous d'autres formes. Mais j'ai plutôt le sentiment de parenthèse. Je peux me tromper. Oui, parce que pour que ça fonctionne, si un jour on a des dispositifs, je crois qu'il y a des gens qui travaillent dessus, qui permettent de sécuriser l'anonymat de la donnée, tout en permettant de la traiter pour rendre un service. Si tu as confiance dans le fait que cet anonymat est sécurisé, mais
tu peux autoriser à ce qu'on exploite ta donnée pour te rendre un service que tu valorises. Et donc, il y a besoin d'une couche de plus qui est ce traitement automatisé, enfin pour parler comme la CNIL, de ce traitement à grande échelle d'une data personnelle pour me rendre des services tout en me garantissant qu'elle ne pourra pas déraper, fuir, être exploitée. Et le jour où ça existe, après tout, tu peux décider de façon consciente de l'autorisation de traitement de tes données pour un bénéfice que tu cherches ou qu'on te propose, tout en étant raisonnablement sécurisé. Ouais, mais enfin ça, moi je le fais déjà. C'est-à-dire, avec RGPD, il y a des tas de sites à qui je dis oui, vous pouvez utiliser mes données. Ouais. Alors c'est pas parce que j'ai confiance, c'est parce que je suis pas particulièrement inquiet de ce qu'on pourrait en faire. Moi, je te parle d'un superviseur d'anonymat, d'un super organisateur d'anonymat. Et je pense qu'il y a sûrement des gens qui réfléchissent déjà à ces enjeux-là, parce que c'est la seule façon qu'on a. C'est le job d'Isabelle. Très bien. Retency a été développé effectivement pour protéger la donnée personnelle et pour proposer aux acteurs économiques qui veulent valoriser leur base de données. Donc là, on n'est pas sur la vidéo, mais sur tout ce qui est chiffres, caractères, données de cartes de fidélité, etc., que l'on transforme mathématiquement de telle manière que l'on protège complètement le citoyen, complètement le consommateur, mais tout en permettant à l'acteur économique de pouvoir en tirer des analyses, c'est-à-dire de faire des comparaisons par micro-segments pour en tirer des usages, etc. tout en protégeant les uns et les autres. Donc, effectivement, ça existe. Ça s'appelle le differential privacy et Retency est à la pointe de tous ces développements. T'as vu ça un peu, comment on a amené le pitch de la boîte? Non, mais tu te rends compte? Ouais, mais alors là, je plaide non coupable. C'était absolument sans intention préalable, donc tant mieux. Ah, mais c'est pour ça que c'est bon. Mais il y a un sujet qui est juste après. Rapide, Jérôme. Si cette technologie, j'imagine qu'elle est à base d'algorithmes compliqués, de cryptage, je ne sais pas comment ça marche, il y a un enjeu de la faire valider par les autorités pour dire c'est fait. Absolument. La CNIL l'a validé, l'a totalement audité, et d'ailleurs, on a travaillé... Mais c'est trop tard pour investir dans Retency. Respect pour les entrepreneurs, il n'y a pas un petit tour de table pas cher. Non. Un petit tour de table. Un petit tour de table pas cher. C'est le moment, là, Isabelle, vas-y. On va se voir après. C'est le biais de proximité. Exactement, exactement, on est en plein dedans. Mais alors, juste pour rebondir sur ce que vous évoquiez rapide tout aussi, à l'heure, parce que... On n'a jamais vu autant de caméras dans les petites bourgades de France. Et aujourd'hui, énormément de citoyens réclament des caméras pour la sécurité. Oui. Et donc, ça peut peut-être faire le lien avec un autre sujet qu'on évoquera tout à l'heure, mais il y a une notion d'insécurité qui est tellement forte. Les maires n'ont pas la main ou n'ont pas de police municipale, ils n'ont pas d'autres moyens que de faire respecter en réalité la sécurité dans leur petite bourgade. Et donc, ils installent des caméras partout. Et quand vous allez voir vos commerçants, vous faites une campagne municipale, chaque commerçant vous dit « Mais madame, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas une caméra là qui permettrait de me sécuriser. » Justement. Donc, en fait, la relation à la caméra est quand même assez particulière. On s'arrête et justement, on va parler des sujets de préoccupation de la campagne électorale dans un instant. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart, les amis. On repart donc avec Via Voice. Alors d'abord, moi, c'est une de mes passions du moment, pardon, mais dans les entreprises, on parle de data vise, la visualisation des données. Je vois, donc je comprends. Tiens, je vous amènerai, on m'a envoyé, j'amènerai ça dans l'émission, une des premières data visualisations réalisées en 1863 sur la campagne de Russie de Napoléon. Et vous voyez donc, il y a les courbes de température, et vous voyez l'armée qui part et l'armée qui revient. Vous voyez le trait énorme de l'armée qui part et le tout petit trait à peu près invisible de l'armée qui revient. Voilà. Vous voyez ça et vous dites, mais... Il s'est passé quelque chose. Franchement, on considère que ce gars est un héros, là. Vous voyez le massacre. Bon, je referme la parenthèse. Là, c'est une data visualisation qu'on va voir, d'ailleurs, entre les préoccupations des Français et le temps média, c'est ça, le temps de débat, le temps média attribué à chacune de ces préoccupations. La perception du temps média. La perception du temps média par les gens. Ce n'est pas le temps média objectif, c'est ce que les gens perçoivent du temps média. On est sur deux perceptions. D'accord, on est sur deux perceptions. Bon, on va la voir, elle va arriver à un moment. Bon, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que à ce moment-là, donc, les électeurs pensent qu'on parle beaucoup trop d'immigration, si je résume. C'est ça.
et pas assez d'éducation. Exactement. Voilà. Exactement. Ben voilà, vous avez tout dit. mais non, mais parce qu'on n'arrive pas à réfléchir. Non, mais oui. Il faut bien que non, ce qui est très intéressant. Alors, pour commencer par l'immigration, on a près de la moitié des Français, 47%, qui disent la question de l'immigration est omniprésente dans le débat en vue de la présidentielle, mais on n'a que 30% des gens qui se disent préoccupés par cette question de l'immigration. Donc on a 20 points d'écart. Alors c'est déjà énorme. Ça, c'est le décalage entre ce que l'on entend dans le débat public et puis ce que, au fond, les gens, ce à quoi les gens aspirent en termes de préoccupation, avec un décalage favorable sur l'espace médiatique. Il y a l'inverse. Alors, en effet, la question de l'éducation est exactement dans cette aune-là. On a 32% des Français qui disent l'éducation, l'école, c'est important, mais on n'en a que 10% qui entendent parler d'école et d'éducation dans le débat public. Mais ils n'ont pas tout à fait tort. Enfin, ils n'ont pas tout à fait tort. Il se trouve que... ils n'ont pas tout à fait tort. Si Jérôme et moi, on a mal compris la data vis, c'est qu'on a en fait la même perception que les gens. Je te laisse continuer. Et puis, oui, un dernier exemple, je ne veux pas être trop long. Si, vas-y, ça me passionne. Le pouvoir d'achat est très important puisque c'est une préoccupation qui a progressé là, ces dernières semaines. Aujourd'hui, on a 47% des Français qui considèrent que le pouvoir d'achat est important pour eux, et seulement 29% estiment que l'on en parle dans le débat public. Donc on a toute une série de distorsions avec, au fond, une campagne pré-présidentielle aujourd'hui qui se déroule à distance et en décalage par rapport à la préoccupation d'une partie des gens. Il y a fort à parier pour que tout ça converge. Ça veut dire concrètement que, pour dire les choses trivialement, puisque nous sommes entre nous, ça veut dire concrètement qu'une partie des gens, au fond, ne sont pas préoccupés par l'immigration et que notamment les thèmes qu'embrasse Éric Zemmour depuis un certain temps ne sont pas les thèmes qui sont chers à la plupart des électeurs, d'une part, et d'autre part, il y a fort à parier que tout cela converge un jour. Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, il y a fort à parier que les J'en sais rien, François, regarde, attends. Alors, ce matin, RTL, Jean-Luc Mélenchon, 7h40, avec François Langlais, Alba Ventura, voilà, tout est dit. Le gars s'est pris le chou avec les deux journalistes, c'était intéressant d'ailleurs, sur les chiffres, sur la data, sur l'immigration. Et ils en ont tellement parlé qu'à la fin de l'interview, tu as Jean-Luc Mélenchon qui dit « Ah mais on n'a pas parlé du pouvoir d'achat, moi je veux parler du pouvoir d'achat ». Tu vois, on est dans l'incarnation de ce que tu décris. Exactement. Et la volonté des responsables politiques sera peut-être pas suffisante pour que... Alors c'est très intéressant aussi sur la capacité de certains candidats à imposer un thème dans le débat public. C'est-à-dire que, au fond, on le sait depuis Gramsci, si vous imposez votre thème et votre vision culturelle, vous avez quand même quelque chose d'emporter le débat. Et en effet, certains candidats qui sont préoccupés par certains sujets, en l'occurrence Éric Zemmour avec l'immigration, parvient au fond à structurer le débat, à l'ordonner, à le dynamiser. Et puis d'autres, c'est très frappant aussi sur les questions du climat. On a la COP26 en ce moment. Par rapport aux enjeux qui préoccupent les gens, cette question du climat est sous-considérée dans le débat public. Alors, c'est une question, au fond, de capacité aussi des différents candidats à imposer des thématiques, à avoir peut-être des angles un petit peu dissonants, parce qu'il ne suffit pas de parler d'un sujet pour que le sujet s'impose. Encore faut-il avoir quelques idées originales, un discours qui fasse mouche d'une certaine manière. Donc il y a tout un enjeu là, qui est un enjeu quasiment de structuration et de dynamique d'une campagne électorale. Jérôme. Mais moi, je suis hyper rassuré de penser que ce n'est pas le temps réellement consacré dans les médias au sujet, mais le temps perçu par les gens, parce que je ne comprenais pas le sujet pouvoir d'achat. Puisque j'ai quand même le sentiment que le pouvoir d'achat, enfin on est dans le concours Lépine du chéquier, et qu'il est très 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 présent dans le débat public chez tous les candidats ou aspirants candidats, et le fait qu'on trouve qu'il n'est pas assez traité, ou que les Français trouvent qu'il n'est pas assez traité, me rassure, parce que je le trouve très traité, justement. Ensuite, il y a un enjeu d'offre et de demande, hein. C'est toujours pareil, c'est l'offre politique et puis la demande des consommateurs. Ça, pour moi, ça va converger, évidemment, dans une campagne, ça converge toujours, et tu finis par avoir les quelques ou le thème structurant, mais ça va converger, me semble-t-il, sur cette campagne-ci, plutôt entre le premier et le deuxième tour, parce qu'avant, chacun va y aller avec l'angle sur lequel il essaye d'émerger, oui, pour essayer d'occuper du temps. C'est la logique du premier tour, c'est vrai. Exactement. Et donc je pense que la convergence arrivera plutôt entre le premier et le deuxième, et que pour le moment, chacun va y aller avec son idée pour essayer de pousser sa différence, et qu'ensuite, il rencontre ou non une attente des Français que ce soit traité ou plus traité. Et sur le pouvoir d'achat, pour moi, c'est un thème central. It's the economy stupid, hein, c'est comme d'habitude. Central, puisque le fait je trouve qu'on en parle beaucoup. Et je pense que si on mesurait le temps réel passé par les candidats et leur relais... On en reparlera, Jérôme. On en reparlera du pouvoir d'achat, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que c'est une dérivée. Le sujet du pouvoir d'achat... Ouais. D'ailleurs, je dois bien reconnaître que Éric Zemmour, qui en a parlé dimanche, l'a attaqué quelque part par le bon bout, c'est-à-dire par la question de la dépense publique, par la question des charges, par la différence entre le salaire brut et le salaire net, tu vois.
D'accord, mais tous les c'est une candidats en dérivée, parlent. quoi. Tous les candidats en parlent. Tu as ceux qui Oui, sont oui, pour d'accord. l'épine du net, de l'augmentation du net, ils se trompent dans leurs calculs avec le SMIC et le SMIC réel. Enfin, bref, on nage, on patauge, c'est vraiment amusant de les voir patauger. Mais le fait que, je trouve qu'on en parle quand même beaucoup, c'est très présent chez les candidats, tous, de gauche comme de droite, et que les gens perçoivent qu'on ne le traite pas assez, montre combien c'est un sujet essentiel pour cette Isabelle, campagne. qui a fait des campagnes électorales Moi, ce qui pour m'a nous, terrifiée- citoyens, et pour Cédric Villani à la mairie de Paris, c'est ça Villani, absolument. Moi, ce qui m'a Tu choisis vraiment pas les winners intéressée- quand même toujours. Mais en fait, je pense qu'il faut renouveler le personnel politique. C'est une Ouais, t'as tactique. raison. C'est une Et tactique. je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qui est aussi montré par ce sondage, il y a une faillite, clairement, des partis politiques. Et il y a une faillite à deux niveaux. Le premier, les idées. Parce qu'aujourd'hui, les idées qui apparaissent comme étant celles qui sont le plus traitées sont les idées d'Éric Zemmour. Vous reprenez les différents sujets, c'est la personne aujourd'hui qui en fait occupe l'univers médiatique. Et donc ce sont ses propres idées qui apparaissent pour tous les citoyens comme les idées les plus discutées. Donc il marque le ton, il émerge, il est hors parti politique et il fait tout ça parce que cette élection présidentielle, constitutionnellement, qui a été pensée quand même par le général de Gaulle en 62, a mis quelques garde-fous pour éviter justement qu'il y ait des troublions qui tout d'un coup se présentent à la présidentielle. C'est quoi ? C'est la loi de financement des partis, c'est le temps de parole à la télévision, et donc ce monsieur... Les 500 signatures. Les 500 signatures, et les 500 signatures qui sont une vraie barrière à l'entrée. Et donc effectivement, aujourd'hui, vous avez Éric Zemmour qui joue sur une notoriété qu'il a acquis, parce que c'est aussi très important. Quand vous êtes dans la rue, il faut que les gens vous reconnaissent. Quand Dominique Strauss-Kahn est rentré en campagne, je me souviens qu'un de ses collaborateurs m'avait dit la difficulté qu'on a avec Dominique Strauss-Kahn, c'est que les gens sur le marché connaissent Anne Sinclair, mais ne connaissent pas Dominique Strauss-Kahn. Là, pour le coup, Donc là, notoriété. en termes de notoriété, je pense que c'est gagné et pour accès- Strauss-Kahn. Et accès, et accès aux médias. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez une pré-campagne présidentielle qui est menée sur des sujets principalement portés par une personne. Et en face, vous n'avez aucun parti politique qui prend le relais. Vous allez sur le site du PS, il n'y a pas de programme. Il y a le calendrier et des différentes conférences, etc. Il n'y a pas de programme. Vous allez sur le site de LR. Vous avez encapsulé les différents ténors dans des moments clés, médiatisé les petites phrases. Et vous avez dans un petit onglet « Notre projet » où vous avez vraiment 2 constats, 3 solutions. Ouais. Mais c'est pas correct. Donc aujourd'hui, les partis politiques ne sont plus capables de réfléchir de manière programmatique, de donner une vision, et ne sont plus capables de renouveler le personnel politique. Et ça, c'est vrai depuis que je me suis engagée avec Denis toi, Père. alors, juste rapidement, mais quand tu fais une campagne à Paris, par exemple, le choix des thèmes, c'est-à-dire... Tu bats les marchés, tu vas faire toc-toc à la porte. Le problème de Paris particulièrement, c'est que les gens que tu rencontres sur les marchés sont pas souvent des électeurs. Pas des électeurs. Voilà, c'est ça. Donc c'est très compliqué. Mais enfin, comment est-ce que tu choisis les thèmes à un moment ? Tu fais des sondages, toi en plus qui es professionnel de la data, comment est-ce que ça émerge ? Regardez ce qu'a fait Macron quand il s'est lancé dans les présidentielles. Il a d'abord effectivement mené des enquêtes pour essayer de comprendre quelles étaient les préoccupations. Et ce qui a émergé à l'époque, c'était l'Europe et les femmes. Aucun parti politique ne traitait ce sujet. Ou l'Europe, c'était pour taper sur l'Europe, parce qu'il y avait trop d'Europe, ou une Europe pas suffisamment Et efficace. les femmes, quoi les femmes Le droit des femmes et les femmes battues. Il s'est rendu compte, dans les sondages qu'il avait fait à l'époque, que c'était un sujet. Et tout d'un coup, il s'est mis à parler du C'est droit pas des femmes. là-dessus qu'il a fait sa campagne, Isabelle. Il Ça a fait été sa un des campagne sujets. sur... La dernière campagne, ça a été vraiment un sujet qui était très différent des restes des partis politiques qui étaient toujours sur les mêmes rengaines. Donc en fait, tout ça pour démontrer qu'aujourd'hui, les personnes qui sont susceptibles d'apporter au débat des sujets différents sont des personnes qui n'émanent pas de partis politiques. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ouais, non, mais... Moi, je trouve que c'est très dangereux en réalité, même si j'essaie de renouveler le personnel. Quand vous vous présentez dans un parti politique en disant « je viens pour aider », on vous regarde de haut et on vous dit « mais madame, vous n'avez pas à 25 ans collé des affiches, donc il n'y a aucune raison que maintenant, à votre âge, vous ayez un poste de responsabilité dans un parti politique ».
Et ça, je peux vous dire que pour moi, c'est un constat d'échec. Ouais. Le monde est en train de se transformer. On l'a vu tout à l'heure. Il y a des usages, des ruptures absolument fortes. Les partis politiques sont toujours les mêmes. Christian Jacob, sa première élection, c'était en 72. C'est vrai. Et même Valérie Pécresse, qui est plus jeune, on a l'impression qu'elle est très vieille. Et donc, je trouve que cette étude qui est vraiment intéressante est en réalité le reflet d'un dysfonctionnement des partis politiques. François ? Oui, c'est même. Alors, cette étude est une étude via Voice pour Generali, pour que les choses soient claires. Parce que c'est grâce à eux que cette étude a existé. Non, c'est même un dysfonctionnement démocratique, on pourrait dire. Parce que ce qui est très intéressant, non pas uniquement sur cette élection, mais en comparant élection après élection, c'est que les préoccupations et les aspirations progressent campagne après campagne. C'est-à-dire que là, on est sur les principaux sujets dont on parle. Donc, on a l'insécurité, on a la santé, le climat, l'éducation, l'insécurité, j'ai dit, le pouvoir d'achat, l'immigration. On est sur des scores de préoccupation plus élevés qu'on ne l'était en 2016, un an avant. Donc, c'est-à-dire que les élections se succèdent et que les problèmes demeurent, sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire là, on n'a pas un problème, on a une pluralité de problèmes. Et on a de plus en plus de gens qui disent « mais ça, c'est le problème fondamental ». Sans parler de la dette, etc. etc. Et donc, vous avez au fond un sentiment d'une démocratie qui ne parvient pas à avoir prise sur tout ça. Et au fond, on a des gens qui disent et moi, mon problème n'est toujours pas résolu. Alors, ceux qui sont les tenants du climat vont dire le climat n'est toujours pas résolu. Ceux qui sont préoccupés par la dette vont dire la dette n'est toujours pas résolue. Ceux qui voient de l'insécurité partout vont dire l'immigration, etc. Le salaire des enseignants, etc. Tout le monde va dire mon problème n'est pas résolu. Et ça augmente année après. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi, ça nourrit aussi à la fois des éléments de désaffection, d'abstention, ça nourrit aussi des votes populistes parce que les gens disent il y en a marre, rien n'avance. Mais c'est très frappant de voir qu'au fond, on a non seulement une pluralité d'enjeux, mais aussi des enjeux qui deviennent au fond des urgences, qui deviennent des impatiences. C'est-à-dire, chacun dit mon sujet devient prioritaire. Et donc ça hystérise et ça devient conflictuel. Moi, j'ai trouvé passionnant qu'émergent des sujets comme le grand âge. Avec le vieillissement de la population, c'est une évidence qu'un parti devrait prendre vraiment à bras-le-corps, parce que c'est juste comme ça que notre société évolue. Sur l'environnement, sur mon environnement de proximité. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une attente qui émerge, qui est comment est-ce que ça se passe autour de là où j'habite, localement, la maîtrise de l'environnement, plutôt que les grands enjeux climatiques avec le prix de la tonne de carbone, donc je suis un peu loin quand je suis un citoyen. Et en fait, ça accroît progressivement le décalage entre le fonctionnement des partis. Alors c'est la philosophe Simone Veil. Oui, mais enfin, Jérôme, le sujet, c'est pas ton environnement de proximité. Si moi, alors parce que c'est ça une question que j'ai envie de poser, c'est la faute à qui, mais si moi, journaliste, je fais bien mon métier, je vais parler de la tonne de carbone, c'est le seul sujet. Non, mais t'as bien raison, Stéphane, mais qui, dans les partis politiques, va prendre le sujet pour parler aux gens en leur disant tu as un sujet sur ton environnement de proximité et ce que je vais faire, c'est que c'est lié avec la big picture, etc. Donc ça, cet enjeu-là. Et en fait, ça nous ramène à quelqu'un que j'aime beaucoup lire, qui est la philosophe Simone Veil, pas confondre la philosophe, qui disait des partis politiques qu'en fait, une fois qu'ils avaient été créés, leur unique préoccupation ou principale préoccupation était leur survie et non plus de changer la vie des gens. Voilà. Et on est en plein dedans. Tiens, non, juste parce qu'après, on va encore oublier. Et en fait, quand tu disais il n'y a pas de programme sur le PS, c'est un de mes... On va mettre la une du Figaro de ce matin, là, qui s'interroge sur la crise de recrutement à l'éducation nationale. Et donc, il s'interroge, pourquoi pas. Et Anne Hidalgo, donc, son histoire de doubler le salaire des profs, si tu veux... elle a flingué, en fait, sa propre idée. C'est-à-dire, moi, je pense qu'elle a une idée révolutionnaire au sens propre. C'est une pépite. Simplement, comme, sans doute, il n'y a eu aucun travail fait, en fait, sur l'application concrète, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu fais, alors c'est balayé d'un revers de main par la terre entière. Donc, juste, je veux vous redonner les chiffres, quand même, parce que moi, je les ai, les chiffres. Doublé en 5 ans, net de charge. Je parle sous ton contrôle, Jérôme, je suis content que tu sois là, parce que peut-être que je me gourre quelque part. Net de charge, sinon effectivement... Oui, c'est ce que les gens vont toucher sur leur compte en banque à la fin du mois. Oui, mais ça veut dire que ça ouvre pas, par exemple, l'adoublement des cotisations retraite. Exactement. Donc net de charge, c'est comme le même mécanique que la prime pour l'emploi. 358 000 professeurs des écoles dans le primaire à 2 174 € de salaire moyen. 473 000 certifiés dans les collèges à 2 500 € de salaire moyen.
J'en rajoute un petit peu pour les agrégés. Je n'ai pas, et personne n'a, le nombre d'agrégés qui sont dans les lycées et dans les collèges. J'essaie de trouver le chiffre. Je veux bien. J'ai un insider à l'éducation nationale en ce moment. Et je veux bien. Bref, tu arrives à 25 milliards d'euros. Ceux qui sont en face des élèves effectivement en classe, on est d'accord. 25 milliards d'euros sur 5 ans, 5 milliards d'euros par an. Et ben moi je dis que c'est plus important que, par exemple, la baisse des impôts de production. Voilà. Ouais, alors 5 milliards d'euros par an. Ce sujet est fondamental. Et en fait, c'est rien. Alors, tu as quand même un sujet dans tes chiffres-là de halo de tous ceux qui devraient être en face des élèves et qui ne sont pas effectivement en face des élèves. C'est pour ça que le chiffre que je te donne, c'est ceux qui sont en face. Parce que donc, ça, l'éducation nationale le sait à chaque rentrée scolaire, combien il y a de classes et combien il y a de profs en face des élèves. Très bien. Voilà. Et c'est un enjeu qui est fondamental et il est, je dirais, aussi important que celui des impôts de production. Je vois même ma casquette. Mais non, parce que tu comprends si tu choisis plus. C'est là le sujet aussi. Tu comprends on n'y arrive plus et on n'a plus prise sur le réel parce qu'on refuse de choisir et on veut tout faire. Moi, comme entrepreneur de long terme qui monte des boîtes les unes après les autres et qui ne m'arrêterait probablement jamais de le faire, j'ai un problème de qualité de la ressource. C'est-à-dire que j'ai un problème de récupération de gamins et gamines qui ne savent pas compter, qui vraiment le niveau, c'est vertigineux. L'autre jour, j'ai vu des élèves collégiens, je suis allé filer un coup de main à l'île d'Ars, tu vois, dans le golfe du Morbihan, je leur ai fait faire un jeu, ils étaient en troisième, tu vois, classe de troisième. Je leur ai fait faire un jeu de création d'une entreprise de confiture artisanale, et je leur ai mâché le travail simplifié. Il y a un moment où il fallait poser une division. J'avais 3 groupes de 5 élèves, aucun ne m'a fait, ils n'avaient pas de machine, aucun n'a été capable de me poser l'émission, et ce n'était pas une division à 8 chiffres. Etc. Donc tu es d'accord avec moi? Mais je suis absolument d'accord, c'est fondamental. Et toute réforme commence par de meilleurs salaires pour les profs. Attends, il y a 2 trucs à faire en France pour sauver le pays, c'est la dépense publique et l'éducation nationale. Et je préférerais qu'on mette l'éducation nationale avant la dépense publique, c'est de l'argent qui sera bien dépensé. Quoi. Voilà. Il y a un chiffre qu'il faudra regarder, c'est le montant global investi dans l'éducation nationale. Le budget de l'éducation nationale, c'est 53 milliards. Voilà. Je crois, mais il faut vérifier, que c'est à peu près l'équivalent de celui investi en Allemagne. Sauf que les professeurs sont bien mieux payés. Le double. Voilà. Donc en fait, la France meurt de son administration. Oui, mais Isabelle, attends, je me permets de te répondre, parce que le sujet, j'y ai réfléchi à ça. Si tu dis ça, ça veut dire que, et ça aussi à chaque fois c'est un de nos problèmes, tu ne comprends les choses qu'avec une réforme globale. Et cette réforme globale, en fait, elle est infaisable. Si tu doubles le salaire des profs, tout de suite, tu crées un effet de souffle qui change tout. Je suis d'accord, mais il faut expliquer aux Français que ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Pour rebondir et reboucler avec ce que vous disiez tout à l'heure sur Madame Hidalgo, tout d'un coup, elle a dit il faut doubler le salaire des profs. Elle ne l'a pas mis en perspective de quoi que ce soit. De rien. Elle aurait expliqué que c'est le niveau moyen proche de l'Allemagne, européen, qu'il fallait juste réaugmenter pour que la France soit de nouveau dans la moyenne des pays européens. Qu'il y avait toute cette partie administrative qu'il fallait revoir. Et donc, tout d'un coup, vous donnez une vision, vous expliquez. Et là, ça donne du sens. Et c'est ça qui est important. Et Isabelle, si tu fais ce que tu dis, tu reprends la phrase d'Allègre, dégraisser le mammouth. Si tu fais ça, tu bloques tout. Rien ne se fait. Si tu fais un geste positif, ouvert, sans condition, doubler le salaire des profs, je suis sûr que tu crées quelque chose. Donc il faut doubler le salaire des profs, expliquer comment. Et puis attends un peu, voir ce que ça donne. Voilà. Mais je pense que la France souffre de toute cette partie-là. C'est comme l'hôpital. Oui. Vous avez les gens qui sont au front, qui ne sont pas suffisamment payés, et vous avez toute une partie de l'organisation qui prend énormément de valeur, sans forcément être efficace. Attends, je voudrais savoir si François est d'accord avec moi pour doubler le salaire des profs. Non, alors c'est très intéressant. Moi, le triplé, voilà, c'est ça, oui, une surenchère. Non, mais en effet, on voit par rapport aux autres pays européens qu'il y a un décalage, donc il y a un sujet à prendre en compte. Ensuite, moi, je rejoins ce que vous disiez là sur la question, au fond, de la performance du système. C'est-à-dire, moi, il me semble aussi important de travailler sur la manière dont les élèves sont formés que sur la rémunération des enseignants. Je ne sais pas si, même si on double la rémunération des enseignants, y a-t-il pas quelques efforts à faire pour que les élèves qui sortent notamment du collège, il y a un point très sensible sur la question du collège, au fond, puissent être dotés d'un bagage un petit peu plus utile et solide pour affronter la vie d'après. Ça va se faire de soi-même. Je finis juste là-dessus, parce que le truc, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu attires comme profil avec 2000 balles par mois et de salaire moyen? Qu'est-ce que tu attires comme profil? Tu attires des gens, professeurs des écoles, bac plus 5.
bah, tu attires des gens qui disent « Bon, bah ok, je ne serai pas bien payé, mais au moins j'aurai les vacances ». C'est normal finalement que ces agences économiques aient ce comportement rationnel face à ce salaire. C'est l'Union soviétique. Vous ferez semblant de nous payer, on fera semblant de travailler. C'est normal. Si tu changes la donne, tu modifies totalement le profil de ceux que tu vas... tu ne crois pas, Non, mais là où François a fondamentalement raison, on a un chiffre, je crois qu'il est juste, qui est que on manque tellement de candidats pour être professeur qu'on les prend à 5 de moyenne au CAPES. On les intègre. Bon. Bien sûr. Donc si cette donnée que j'ai entendue est vraie, mais bien sûr. C'est évidemment tragique sur ce que ça dit du niveau général du corps enseignant. Il y a un truc qui est fondamental, qu'il faut quand même, en plus de tout ça, et là, c'est une réforme, Stéphane, je suis désolé, il faut le faire, il faut donner de l'autonomie aux profs. Parce que si tu recrutes des bons et que tu leur donnes de l'autonomie, comme c'est quand même un sacerdoce d'être prof, c'est une mission, les gens qui vont là-dedans, ils ont une envie de transmettre, ils ont une envie de sauver chaque enfant, et tout. Ils se feront eux-mêmes le corpus de compétences clés qu'un gamin doit avoir dans le niveau dont ils ont la responsabilité. Et peut-être qu'on verra enfin de nouveau arriver des élèves qui savent compter, qui savent écrire correctement, avec une grammaire qui n'est pas trop porée, une orthographe convenable qui leur permet de socialiser proprement. Tous ces enjeux, dont tous les classements internationaux nous disent qu'on a quand même dégradé le niveau de façon considérable ces dernières années. On est moins bon que les Albanais en maths. Il y a ça, et puis, toujours dans la réforme, il y a la théorie du monopole contestable. Tu sais que j'y tiens beaucoup, le truc à la Thatcher, qui consiste à dire que quand j'ai une organisation que j'ai du mal à réformer, je vais l'aiguillonner de partout. Et ce qu'on a fait récemment sur fermer ou maltraiter les écoles hors contrat me semble extrêmement dommageable de ce point de vue-là. Car j'ai vu géographiquement, des établissements publics d'enseignement avec des patrons intelligents, des directeurs ou directrices intelligentes, qui essayaient de s'exciter pour améliorer leur niveau parce qu'il y avait une fuite de candidats, parce qu'il y avait une bonne école hors contrat qui s'était ouverte à côté. Tu vois, et ça vaut quelque chose sur la stimulation générale du système. Tout ce que je veux dire, mais c'est un problème de fond. C'est exactement comme les impôts de production, le travail, etc. Je vais le dire poliment, le système est tellement... C'est-à-dire, on est tellement coincé de toutes parts, évidemment par l'obésité de la dépense publique, qu'en fait, si tu veux réformer, si tu veux faire une grande réforme, tu n'y arriveras jamais. C'est les retraites. C'est Macron, il a pourtant une idée simple, si tu veux. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Tu te dis, mais bravo, d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il fait campagne quand même. En fait, tu n'y arrives pas, c'est impossible, il y a tellement de strates partout, voilà. Donc je dis juste, moi, un effet de souffle, un espèce de Big Bang, qui ne coûte pas si cher que ça, et d'essayer En plus, c'est le moment de le faire, parce que c'est un moment où la dépense publique, on peut faire tourner le chéquier de façon assez simple, à condition quand même de montrer qu'il y a quelques sujets qu'on commence à réduire. Mais... il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'on avait prévu de faire puisque tu as fait une étude là-dessus aussi, encore avec Generali d'ailleurs. Oui, je remercie d'ailleurs Generali. Fais attention, pour une entreprise, avoir un seul client, c'est toujours moche. Je vais être vigilant. Non, mais c'est très bien. Generali me lance demain un contrat d'assurance vie spécifique. Je les aime beaucoup en ce moment. Et ils ont été aussi clients de Bismart à nos tout débuts, donc on les en remercie. Voilà. Un mot sur la COP26, mais on aura l'occasion d'y revenir de toute façon. Oui. Les entreprises face à la COP26. Oui, ce qui est surprenant et même inattendu, c'est le fait que l'élément... Alors d'abord, en effet, on se tourne davantage vers les entreprises que vers l'État, pour les raisons, je pense, qu'on a évoquées tout à l'heure. Et deuxièmement, on attend surtout de l'innovation, c'est-à-dire au fond des entreprises qui soient en mesure de s'adapter, de trouver des solutions nouvelles en matière d'intelligence énergétique, d'avoir en effet la taxation de l'évaluation du prix de la tonne carbone pour pouvoir rationaliser les démarches, peut-être des innovations technologiques aussi dans les années qui viennent. On attend tout ça beaucoup plus que, et la décroissance qui arrive en queue de peloton, et puis deux, l'idée d'une contrainte sur les modes de vie, c'est-à-dire au fond, l'idée d'une emprise sur la vie des gens ou l'idée d'une décroissance sont certes dans l'air, mais enfin on n'a que 10% des gens qui sont... Alors on va dire c'est beaucoup, 10% pour la décroissance, mais enfin c'est pas la solution. L'axe quand même majeur, c'est l'idée selon laquelle, c'est pas anodin, c'est quand même l'idée selon laquelle les entreprises peuvent être véritablement motrices dans des solutions qui puissent à la fois avoir des réponses positives pour la planète et puis en même temps être pertinentes pour leur business model. Et je crois que là, la réflexion entre, on travaille sur ces sujets-là aussi, mais entre les solutions de demain pour le climat et puis les business models des entreprises, il y a quand même un espace. Et bizarrement, si on peut dire, cette fois-ci, en France, on considère que là, il y a un axe de réflexion qui est plutôt porteur. Bonne nouvelle!
Je suis absolument d'accord. Et je pense que c'est sous l'impulsion des consommateurs. Alors, il y a l'impulsion des consommateurs. Attends, on va laisser finir. Les consommateurs réclament, et même dans les produits d'épargne, réclament d'investir dans des produits qui se disent verts, responsables, etc. Ah, qui se disent ou qui sont, attention. En tous les cas, ils faut veulent être sûr qu'ils le font. investir dans ce type de produits. Et puis, dernièrement, ça touche absolument toutes les entreprises. J'étais avec des équipes de Danone qui m'expliquaient comment aujourd'hui, du fait de la livraison, elles luttaient contre le vide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lutter contre le vide ? C'est d'avoir des paquets qui soient les plus adaptés, les paquets quand vous envoyez, la livraison par Amazon, ou etc., qui soient le plus adaptés aux produits pour éviter qu'il y ait trop de cartons. Donc, quand on s'aperçoit que dans toutes les sociétés, et ça c'est, je pense, un effet Covid, du patron à tout collaborateur, il y a une prise de conscience de comment je peux faire en sorte que le produit sur lequel je travaille soit plus vert. Je vais juste expliquer un truc autour de Danone, parce qu'on a dit beaucoup de mal d'Emmanuel Faber, mais Danone est peut-être la seule entreprise du CAC 40 à avoir aujourd'hui donc un prix interne du carbone. Il faut comprendre comment ça marche. Prix interne du carbone, c'est très intéressant. Tu parlais de la logistique, par exemple. Dans le PNL, en fait, des logisticiens de Danone, il y a un prix interne du carbone qui est autour de 50 € la tonne, je crois. Enfin, il a peut-être évolué depuis. Mais surtout, il commence à publier, même si c'est complètement artificiel, un extra financier avec, dans le résultat net, retranché les émissions carbone de Danone valorisées à 50 ou 60 € la tonne. Ouais. Donc on est là sur effectivement quelque chose de très très concret qui me plaît beaucoup. Et qui va se répandre. En fait, on vit dans une période récente où on a eu la pression réglementaire du haut. Certaines industries avec des quotas gratuits qu'on va ensuite vous réduire pour vous mettre la pression par le haut. D'accord ? Ça va continuer. On va mettre de moins en moins de gratuité dans les quotas, et puis on va étendre les secteurs. Et puis il y avait ce que faisaient les boîtes, étape 1, c'est le truc évident, c'est les éco-gestes, tu sais, le recyclage, le gobelet en carton. Il faut faire court, Jérôme, vas-y, on est au bout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit arriver des gens qui vont transformer la boîte de l'intérieur sur l'étape 2, qui est la transformation du business model. Et je vais te citer... Mais pour ça, il faut un prix interne du carbone. Ouais, alors moi, je vais te citer 4 trucs qui m'ont passionné. Tu as Alumni pour la planète, réseau d'alumni de plusieurs grandes écoles, qui se réunissent, qui réfléchissent, et ensuite ils vont irriguer leur boîte en ayant travaillé ensemble. Entrepreneurs pour la planète, ils sont connus, ils ont la classe 40 sur la Transat en ce moment, et ils essayent d'aider les patrons à améliorer leur empreinte sur leur business model, pas seulement sur les petits gestes du quotidien. Tu as les collectifs. C'est extraordinairement collectif de salariés. Voilà, qui se sont montés, ils sont 27, et ils travaillent ensemble, etc. Et puis j'ai vu arriver un éco-syndicat. T'as Printemps écologique qui va présenter des candidats dans certaines grandes entreprises. Mais les collectifs de salariés, ça va dans le sens de ce que décrivait Isabelle. Je crois que Faber veut justement essayer de fédérer un petit peu ces collectifs de salariés pour faire une forme d'éco-syndicat. Si tu veux, c'est très intéressant. Ces initiatives-là, elles ne visent pas à tuer le business model des boîtes. Bien sûr. C'est pas de la décroissance. Ça m'intéresse beaucoup plus que mes neveux et nièces décroissants. Je me bats quotidiennement pour leur expliquer que la croissance, c'est l'être. Et puis, c'est pas dans l'idéologie. C'est vraiment dans l'action. Ouais. Bon. Et il y a un vrai potentiel aussi. Y compris d'ailleurs dans l'évaluation de l'élaboration de business model issus des externalités positives. Il y a plein de choses à inventer. Il y a juste à espérer que ce soit suffisant, quoi, après. Exactement. Voilà. Oui, mais en même temps, c'est pas une raison pour rien faire. Donc nous rendez-vous en 2030. C'est exactement la phrase de Barbara Pompili que j'ai beaucoup aimée, exactement, qui dit arrêtons avec le catastrophisme parce que ça nous amène à ne plus rien faire. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame, messieurs. Et on se retrouve demain pour un spécial automobile, justement, sur Bismart. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.